Séjour à Bamako d'une délégation de haut niveau de l'Organisation mondiale de la santé et d'ONU-SIDA pour appuyer les efforts des autorités maliennes dans la lutte contre Ebola. À l'occasion, le Premier ministre Moussa Mara et le directeur exécutif d'ONU-SIDA Michel Sidibé se sont rendus à Kourémalé pour tester le dispositif de prévention contre la provocation du virus. Pénurie d'actes de naissance, l'acquisition de la première pièce du nouveau-né gratuitement délivrée par les officiers d'état civil s'avère depuis quelque temps extrêmement difficile dans certaines mairies du district. Caribou Pérou a sillonné les différents services en charge de la délivrance du document pour connaître les raisons de la pénurie. Le dossier culture de cette édition nous transporte dans l'univers passionnant des masques Dogon. Ces masques beaux et singuliers qui sont d'un apport inestimable pour la communauté de par leurs fonctions rituelles et sacrées. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur le RTM. Bonsoir et bienvenue au journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, était hier à Niamey pour une visite officielle d'amitié et de travail. Le chef de l'État est allé remercier le peuple nigérien pour son soutien dans la résolution de la crise du Nord. Ibrahim Boubacar Keïta a eu un tête-à-tête avec son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, au palais présidentiel de Niamey et une séance de travail élargie aux autres délégations. Pour le président Issoufou, quand le Mali est agressé, le Niger se sent aussi agressé. Envoyés spéciaux au Niger, Brahima Koulibaly et Bourama Traoré. Il y avait de l'animation ce samedi à l'aéroport international Djori Amani de Niamey. Animation essentiellement assurée par des artistes locaux. Et c'est dans cette atmosphère surchauffée que l'avion transportant le président de la République se pose sous le tarmac de l'aéroport. Au bas de la passerelle, Ibrahim Boubacar Keïta est accueilli par son homologue nigérien Mahamadou Issoufou. Le chef de l'État effectue ainsi une première visite officielle au Niger, un pays qui partage avec le Mali une frontière de plus de 400 km, un pays dont l'apport a été également inestimable dans la gestion de la crise au nord malien. Le président de la République est donc venu témoigner de la reconnaissance du peuple malien au peuple nigérien. Au palais présidentiel du Niger, Ibrahim Boubacar Keïta et Mahamadou Issoufou ont eu un tête-à-tête d'une quarantaine de minutes. L'entrevue entre les chefs de l'État a été suivie d'une séance de travail élargie aux deux délégations. À en croire le président Issoufou, un coup porté au Mali est durement ressenti au Niger. Quand le Mali a été attaqué, le Niger s'est senti attaqué. Parce que le Niger considère que la sécurité du Mali est aussi celle du Niger. Ce qui se passe au Mali, c'est une question de sécurité intérieure pour le Niger. Le Niger est pour un Mali uni. Le Niger est pour un Mali démocratique, pour un Mali laïque. Nous ne ferons jamais de concession sur ces valeurs. Quant au président de la République, il a salué son homologue nigérien pour son engagement. Un engagement constant, total et sincère, s'est réjoui Ibrahim Boubacar Keïta. En effet, la position du Niger n'a jamais varié sur le respect de l'intégrité du Mali. Notre proximité politique, idéologique, c'est-à-dire anthropologique même, historique, nous fonde à chaque jour davantage de resserrer nos liens pour le plus grand bonheur de nos peuples. Et je crois que cela aujourd'hui est requis. Et je suis certain que tant que deux pays, Niger et le Mali, en confiance, resteront sur cette ligne de solidarité, de partage, nous irons assez loin. À l'issue de la séance de travail, un communiqué conjoint a été adopté. Maliens et Nigériens s'engagent à renforcer leur coopération sécuritaire et économique.
Le Niger et le Mali décident donc de renforcer la coopération entre les forces de sécurité et de défense pour neutraliser les réseaux terroristes. Les présidents Mahamadou Issoufou et Ibrahim Boubacar Keïta ont également instruit à leur ministre en charge des Affaires étrangères de convoquer dans les meilleurs délais la 8e session de la commission mixte nigéro-malienne. Ce sont entre autres engagements pris et contenus dans le communiqué conjoint qui a sanctionné la visite du président de la République au Niger. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Le communiqué conjoint qui a sanctionné la visite officielle du président de la République au Niger est un document de 5 pages, un texte qui contient des engagements des Nigériens et Maliens pour combattre le terrorisme. Premier engagement, le renforcement de la coopération militaire. Les deux chefs d'État ont renouvelé leurs engagements à promouvoir la coopération et le partenariat entre les forces de sécurité et de défense des deux pays, notamment dans les zones frontalières, pour combattre et neutraliser les réseaux terroristes, les enlèvements crapuleux, les trafics illicites d'armes, de drogue et de substances toxiques. Un deuxième engagement fort contenu dans le communiqué conjoint est relatif à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Maliens et Nigériens conviennent d'unir leurs efforts pour faire face à l'épidémie. Les deux chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola et ont convenu de mutualiser leurs efforts et leurs moyens pour combattre cette maladie et renforcer les mesures préventives. Un autre engagement, et non le moindre, c'est la décision des autorités nigériennes d'ouvrir une nouvelle ambassade à Bamako dans les prochains mois. Preuve du dynamisme de la coopération bilatérale. Coopération, il a été question au cours de cette conférence de presse. Mahamadou Issoufou et Ibrahim Boubacar Keïta ont une identité de vue sur la nécessité de pacifier l'espace sahélo-saharien pour mieux faire face aux défis de développement. Avant de quitter le Niger, le président de la République a rencontré les Maliens vivant dans ce pays. Le chef de l'État a voulu cette rencontre pour donner la bonne information à ses compatriotes sur l'évolution de la situation politique, sécuritaire et sociale du pays. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux au Niger, Brahima Koulibaly et Bourama Traoré. Au cours de la rencontre de famille, le président de la République a fait le point complet de la situation du pays. Parmi les grandes préoccupations évoquées par le chef de l'État, la lutte contre le virus Ebola et Ibrahim Boubacar Keïta de rassurer ses compatriotes que les efforts sont en cours pour stopper la propagation de la maladie. Et je vous l'ai dit, moi-même j'ai pris la tête de ce combat-là. Toute la combativité dont nous devons faire montre pour stopper l'Ebola. En termes de vigilance, en termes de fermeté dans l'application rigoureuse des mesures édictées pour stopper la propagation. Une autre préoccupation du moment, c'est la situation sécuritaire au nord du Mali. La troisième phase des négociations gouvernement et mouvement armé qui vient de s'ouvrir à Alger doit aboutir à la signature d'un accord de paix. Nos compatriotes basés au Niger font beaucoup d'espoir sur ces échanges directs intermaliens. Notre souhait est la paix. Nous sommes les premières victimes des conséquences de la guerre. Nous sommes fatigués, Monsieur le Président, d'être veuves. Nos enfants sont fatigués d'être des orphelins. Nous souhaitons que les accords d'Alger soient les derniers. Avec le chef de l'État, les réfugiés maliens au Niger ont exprimé leur désir de rentrer au Bercail, car, disent-ils, on est mieux que chez soi. Aujourd'hui, nous souhaitons réellement, il n'y a pas quelqu'un qui envie le Mali mieux que nous. Nous avons laissé derrière nous des parents, au moins des huttes, un lieu que nous connaissons, un lieu où nous sommes nés. Nous préférons aujourd'hui retourner. Quant au secrétaire général du Haut Conseil des Maliens du Niger, il a remercié le peuple nigérien pour son accueil et sa solidarité et par la même occasion salué le président de la République pour avoir choisi la voie du dialogue pour résoudre le conflit du Nord. Accepter le dialogue, accepter les pourparlers d'Alger traduisent à suffisance votre amour pour le Mali. Excellence, puisse Allah le Tout-Puissant vous donner la sagesse, la force nécessaire, la santé pour mener à bon port le bateau Mali. Et de conclure par une invite à ses compatriotes à l'unité et à la cohésion pour relever les nombreux défis qui se posent aujourd'hui au Mali.
Ici à Bamako, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu la directrice de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et le directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Au centre des échanges avec les deux personnalités, la lutte contre la tuberculose, le paludisme et la fièvre à virus Ebola. Le compte rendu de ces deux audiences avec Mohamed Ould Mamouni. Marc Dubul, directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, est venu annoncer la bonne nouvelle au président Ibrahim Boubacar Keïta. Son organisation va mettre à la disposition de notre pays 109 milliards de francs CFA. Ce fonds devra permettre au Mali de lutter efficacement contre le sida, la tuberculose, le paludisme et bien sûr le virus Ebola. Le directeur du Fonds mondial a aussi salué l'initiative des autorités maliennes dans la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Il a réitéré l'accompagnement de son institution en faveur du Mali. Auparavant, le chef de l'État avait reçu la directrice de l'OMS qui a achevé hier son séjour dans la capitale malienne. Elle est venue faire le point de sa visite au président Ibrahim Boubacar Keïta. La directrice de l'OMS a apprécié le dispositif mis en place par notre pays pour faire face à Ebola. Pour elle, le Mali peut bien vaincre cette épidémie. Elle a félicité le président Ibeka pour ses efforts personnels avant de renouveler l'engagement de l'OMS à accompagner notre pays. 218 millions de dollars, soit 109 milliards de francs CFA. C'est le montant qui sera mis à la disposition du Mali dans les 4 prochaines années pour la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme et la fièvre à virus Ebola. L'annonce a été faite ce dimanche au cours de la rencontre entre le gouvernement et les directeurs exécutifs d'ONU-SIDA, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ces responsables ont réitéré la solidarité de la communauté internationale aux autorités maliennes dans la lutte contre le virus Ebola. Moussa Fane. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA et celui du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont échangé avec certains membres du gouvernement sur la lutte contre Ebola. Le fonds va mettre à disposition du gouvernement malien une enveloppe financière de 219 millions de dollars et pour les 3-4 prochaines années, ce qui équivaut à la totalité du financement que le fonds a eu au Mali pendant les 12 dernières années. Donc ça démontre un peu de notre désir d'accompagner le gouvernement du Mali. Ce qui est ressorti de cette discussion aujourd'hui, c'est l'engagement constant du Fonds mondial pour le Mali. Ces fonds peuvent être utilisés pour renforcer le système de santé, peuvent aider à combattre Ebola et placer un peu l'être humain au centre de nos préoccupations et faire en sorte qu'on puisse juguler ces maladies-là. Les maladies qui malheureusement affectent les populations pauvres, les populations à la marge de la société. Sur place, le coordinateur de la lutte contre Ebola en France a retiré le soutien du gouvernement français aux autorités maliennes. La France aidera, elle sait, le Mali est un pays qui lui est cher pour de multiples raisons et elle l'aidera aussi également sur le plan sanitaire. Les appuis qui sont annoncés vont nous permettre de renforcer l'ensemble du système de façon à faire une bonne riposte. Il ne faut pas que également la lutte contre l'Ebola nous fasse oublier les autres maladies, parce que autant on lutte contre l'Ebola comme une urgence, autant nous ne devrons pas abandonner la lutte contre les maladies qui sont endémiques. Les directeurs de l'ONU-SIDA et du Fonds mondial ont salué le leadership politique porté par les plus hautes autorités nationales dans la lutte contre Ebola. Je vous le disais dans nos titres, une délégation de haut niveau de l'Organisation mondiale de la santé et d'ONU-SIDA séjourne ici à Bamako. La mission est venue appuyer les efforts des autorités maliennes dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. La délégation a profité de cette mission pour organiser une conférence de débat sur le thème mobilisation de la communauté civile pour la riposte contre la maladie à virus Ebola. Garibou, Pérou. En ligne de front de cette croisade contre Ebola, les experts de la santé et en avant-garde de la
société civile. C'est le dispositif qui sera très bientôt mis en place pour donner des réponses rapides et robustes à la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est pourquoi scientifiques et communauté civile ouvrent un dialogue direct afin d'éviter les failles dans cette opération. C'est un virus très complexe et qui contient en son sein beaucoup de surprises. Au-delà de la perspicacité de ce virus-là, j'ai bon espoir que l'ingéniosité et l'intelligence humaine viendront à bout de ce virus-là. Le virus Ebola a fait des victimes et il a semé la psychose au sein de la société malienne. Hier, loin du Mali, comment cette épidémie de nos jours sans vaccin est arrivée au Mali? Il y a deux raisons peut-être à ça. Le fait qu'il y a plus de mouvements, que le niveau de vie, que les taxis-brousse sont plus actifs. Et puis que peut-être la déforestation a conduit également les chauves-souris plus près de l'homme. Et ensuite, donc, qu'il y a eu des contacts qui ont été plus importants. 95% des personnes contacts ont été retrouvées selon les conférenciers. Que faudrait-il faire pour gagner définitivement cette bataille? On ne gagne contre ce virus que lorsqu'on est capable vraiment de mobiliser les énergies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est encore le leadership tout seul, même lorsqu'il est mobilisé, ne suffit pas. Il faut une coordination des efforts. Et troisièmement, je pense que même si on a le leadership, même si on a une coordination institutionnelle qui fonctionne correctement, il faut arriver à communiquer. La communication, elle est clé. Il ne s'agit pas seulement d'une flambée épidémique ou d'une crise de santé publique. Le virus Ebola est pour l'Organisation mondiale de la santé qui a combattu avec succès de nombreuses épidémies, une crise sociale, humanitaire, politique et économique. Le virus représente une menace pour la sécurité nationale, bien au-delà des zones d'épidémie. Jamais été confronté en temps de paix à un tel défi, les organisations des Nations Unies et ses institutions doivent agir de toute urgence pour éradiquer la propagation de ces virus mortels. Le Premier ministre Moussa Mara et le directeur exécutif d'ONU-SIDA Michel Sidibé se sont rendus à Kourémalé, à la frontière avec la Guinée, pour tester le dispositif de prévention contre la propagation du virus. Le Premier ministre et sa délégation ont visité les centres de contrôle et d'isolement des cas suspects. La délégation a également fait le point avec les autorités locales des mesures urgentes à prendre pour renforcer le dispositif en place. Reportage de nos envoyés spéciaux Abouakar Traoré et Magamfi Konaté. Visite du centre de tri à Nougani, du dispositif de contrôle et des équipements mis à disposition à Kourémalé, un passage en terre guinéenne pour s'imprégner des dispositions prises, tels ont été les temps forts de cette visite inopinée du Premier ministre Moussa Mara. C'est le ressort que le dispositif malien devient robuste, certaines difficultés subsistent. Tu peux trouver que dans la population, il y a une même famille où le grand frère est du côté malien, le petit frère est du côté guinéen. C'est la seule foire qui fréquente les deux villages. Et pour l'école, ce sont les enfants guinéens aussi qui fréquentent les mêmes écoles. Donc pour vous dire que là c'est très difficile parce que ces deux pays ont fonctionné comme ça tout le temps. Et en plus aussi il y a des zones d'orpaillage qui sont fréquentées aussi par nos amis guinéens. Ils viennent travailler les jours pour retourner chez eux la nuit. De l'autre côté de la barrière, les voisins ne semblent pas prendre la mesure de la bête, ce qui exige une concertation urgente entre les autorités sanitaires des deux pays. La prise en charge de la question du côté guinéen ne nous semble pas être à la hauteur des menaces et il faut donc qu'on travaille très rapidement avec les autorités guinéennes pour arriver à faire de la zone de Kourémalé une zone unique pour gérer la crise. Le Premier ministre et sa délégation ont visité le centre de transit en construction à Kourémalé. Des demandes spécifiques ont été formulées quant à la transformation de ce centre en centre de traitement. Au terme des échanges, le Premier ministre Moussa Mara est reparti très confiant. Donc aujourd'hui, vraiment, on part d'ici satisfait. Parce que le dispositif se renforce, la prise de conscience est réelle, comme on le constate d'ailleurs à Bamako. Il faut qu'on continue, il faut qu'on poursuive l'effort depuis le sommet de la pyramide jusque sur le terrain, que chacun s'implique. C'était le sens du message que j'ai délivré au nom du chef de l'État. Cette visite aura révélé la nécessité d'une concertation approfondie et d'une étroite collaboration entre les autorités sanitaires du Mali et de la Guinée. Le Premier ministre Moussa Mara a instruit au ministre de la Santé d'organiser dans un bref délai une rencontre de haut niveau dans ce sens.
Le directeur exécutif d'ONU SIDA, notre compatriote Michel Sidibé, s'est dit satisfait du leadership malien dans la riposte et dans la prise en charge des cas suspects. Il a par ailleurs suggéré un partage des ressources et des expériences entre le Mali et la Guinée en vue de trouver une réponse durable et efficace contre le virus Ebola. Nous écoutons Michel Sidibé au micro de Makanfi Konaté. J'ai entendu le Premier ministre tout au long de ce voyage. Il a insisté sur la coordination, comment on travaille mieux ensemble, comment on peut faire en sorte qu'il y ait une zone franche entre la Guinée et le Mali. Et j'appelle ça une zone franche, qu'on puisse établir des mécanismes qui vont nous permettre justement de travailler ensemble pour contenir cette épidémie-là. Mais en plus de cela, je crois que j'étais émerveillé de l'entendre en Bambara, très châtié, s'exprimer et communiquer, parce que la communication, elle est clé. Si on n'engage pas les communautés, si on n'engage pas les différentes couches sociales, il nous sera très difficile de contenir cette épidémie. Le Mali ne peut pas tout seul le contenir. Regardez ce qui se passe. Je le disais au Premier ministre hier, il y a un réservoir en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria. Et si on ne fait pas attention, on risque d'avoir une épidémie qui se généralise. Et le virus n'a pas de frontières. Donc les partenaires techniques le savent. Et ils sont prêts à accompagner le Mali. Je crois que ce qu'il nous faut, c'est vraiment ce que le Premier ministre a dit. Il ne faut pas agir de façon, disons, isolée. Il faut qu'il y ait une stratégie un peu plus holistique qui va nous permettre de faire des propositions concrètes en termes de renforcement, en termes de formation. Il y a un centre qui va se mettre en place à Conakry pour la formation par les Français. Faisons en sorte qu'on puisse envoyer nos collègues, nos agents de santé pour qu'ils puissent avoir accès à cette formation-là et transférons notre compétence que nous avons ici au niveau du triage, du dépistage à la Guinée aussi. Voilà, dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, les députés de la commune 5 viennent de doter le centre de santé communautaire d'équipements leur permettant de lutter contre le virus Ebola dans la commune. Le don se compose de 15 caméras thermiques, de 100 cartons d'eau, de javel et des gants. En plus de ces dons, les élus se sont engagés à former le personnel médical sur l'utilisation de ces appareils. Les donateurs ont également visité le centre de santé de référence de la commune 5 pour s'imprégner des dispositions prises pour faire face à la maladie à virus Ebola. Voilà, et à présent sur ce plateau avec moi, M. Marc-Cartier Dao, chargé de mission au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. M. Dao, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola à la date de ce dimanche 23 novembre 2014? Merci, Amara Malé. La situation à la date de ce dimanche 23 novembre 2014 se présente comme suit. Conformément à ses engagements de transparence, le gouvernement informe l'opinion publique nationale et internationale à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur l'évolution de la maladie à virus Ebola au Mali. Le point de la situation à la date de ce dimanche 23 novembre est le suivant. Le nombre de personnes contacts comptabilisées par les services de santé et mis sous surveillance est de 271. Le bilan est de 4 décès à Bamako liés aux patients guinéens et un décès à Caille. Il s'agit de la fillette de 2 ans. Et nous avons aujourd'hui un total de 5 décès. Cependant, un échantillon de sang venu de Koutchala le samedi 22 novembre s'est révélé négatif. Un cas confirmé est suivi présentement au centre de traitement. D'ailleurs, la personne se porte bien. Un nouveau cas suspect a été détecté ce jour, dont l'examen du premier prélèvement sanguin s'est révélé négatif. Les autres tests sont en cours. Le gouvernement appelle les populations à la vigilance et surtout à ne pas relâcher les efforts en matière de précaution et d'hygiène. Il rappelle la nécessité d'une très forte mobilisation générale de l'ensemble des populations dans toutes les régions pour prévenir la maladie en véhiculant les messages de sensibilisation. Le gouvernement renouvelle son soutien aux agents de santé et aux services douaniers pour faire respecter avec rigueur les consignes de contrôle sanitaire. Le gouvernement remercie l'ensemble de la communauté internationale pour son appui conséquent dans la lutte contre la maladie et ces témoignages de solidarité à l'endroit du Mali. Le gouvernement
invite toutes les personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec les personnes déclarées positives à se faire identifier pour un contrôle sanitaire en appelant les numéros verts 80 00 80 89 ou 80 00 88 88 ou enfin 80 00 77 77. Ce communiqué est fait par le coordinateur du centre opérationnel d'urgence, le professeur Samba Ousmane Sow, à la date de Bamako, le 23 novembre 2014. Merci, Monsieur Dao. Je rappelle que vous êtes chargé de mission au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On parle toujours Ebola, vous restez avec nous. L'Alliance pour la promotion et le développement du Mali et l'Alliance démocratique du peuple malien volent au secours des populations de la commune 2 du district de Bamako. Ces deux formations ont organisé ce matin au centre secondaire d'état civil de Bakaribougou une consultation ophtalmologique gratuite. Avant ces consultations, les invités ont eu droit à une séance de sensibilisation sur Ebola. Reportage de Abdraman Maïga. Actualité oblige. Ebola, ses modes de transmission et de prévention ont été les sujets à l'ordre du jour de cette journée de sensibilisation. Cette campagne est une initiative de deux formations politiques pour appuyer le gouvernement dans ses efforts de lutte contre Ebola. Il s'agit de l'Alliance pour la promotion et le développement du Mali Équité et de l'Alliance démocratique du peuple malien. Elle a pour cible les personnes âgées de 5 quartiers de la commune des districts de Bamako, à savoir Bakaribougou, Bougouba, zone industrielle, Sanfil et Konebougou. Le virus Ebola est un tueur impitoyable. Le virus Ebola est un tueur froid. Le virus Ebola est un tueur discret et le virus Ebola est un tueur imprévisible. Donc de ce fait, il était important que nous venions ici pour sensibiliser les populations de Bakaribougou sur la gravité de cette catastrophe humanitaire. Cette campagne de sensibilisation sur Ebola a été suivie de consultations ophtalmologiques, opération qui permettra à ces deux partis politiques d'apporter leur soutien aux personnes en situation difficile et souffrant de cécité. Au cas où on parvient à dépister des cas de cataracte, de glaucome, rétinopathie hypertensive ou diabétique, nous allons les référer à un niveau plus important pour une prise en charge vraiment adéquate par rapport à cette maladie. Appuyer le gouvernement dans son combat contre la pauvreté, tel est le credo de ces deux partis politiques. Ces deux formations entendent multiplier ces arts d'action dans d'autres communes. Les négociations directes entre le gouvernement et les groupes armés du Nord ont débuté hier à Alger autour des éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali proposé par la médiation le mois dernier. Les discussions se déroulent sous la forme de réunions tripartites entre d'un côté la médiation, le gouvernement et la coordination des mouvements politico-armés de l'Azawad et de l'autre la médiation, le gouvernement et les mouvements signataires de la plateforme d'Alger. Des débats à huis clos donc sans témoins mais que les acteurs eux-mêmes qualifient de très houleux. Le pouvoir dans les couloirs de la résidence El Mitak avec nos envoyés spéciaux à Alger, Idrissa Traoré et à Konaté. La diplomatie algérienne appelle cela des triangulaires. D'un côté de la table, un regroupement de groupes armés, de l'autre la délégation gouvernementale et entre les deux, l'équipe internationale de médiation avec à sa tête pour l'occasion le ministre algérien des Affaires étrangères en personne. Ce samedi après-midi, le gouvernement était ainsi face aux groupes armés belligérants réunis au sein de la coordination des mouvements politico-armés de l'Azawad. Moment très attendu avec des mouvements jusque-là décidés à ne rien lâcher sur des questions comme le fédéralisme ou la notion d'Azawad inexistante dans le document de synthèse proposé par la médiation. Des questions remises sur la table et âprement discutées d'entrée de jeu. Il faut que l'on sache que ce que nous demandons, ce qui est inscrit dans le document que nous avons remis à la médiation, n'est pas impossible et que c'est l'émanation des populations de l'Azawad. Et que le terme Azawad ne doit pas être un tabou et ne doit pas être aussi un mot qui choque le gouvernement du Mali. Et on l'a dit, si nous avons reconnu l'intégrité territoriale du Mali, il ne faut pas qu'à l'intérieur de cette intégrité territoriale du Mali, il y a aussi des choses qui nous empêchent de nous entendre. Nous avons défendu
la position du gouvernement sur la question, tout en valorisant la qualité du travail qui a été fait par l'équipe de médiation, mais en mettant en avant les points qui sont les plus importants pour le gouvernement. Naturellement, il y avait une discussion sur les questions de principe, les questions de préalable, et nous avons clairement écarté ce qui, de notre point de vue, n'est pas acceptable à ce stade de négociation, en particulier les notions de fédéralisme et les notions d'Azawad qui sont venues. Nous avons expliqué pourquoi, tout en réitérant notre volonté quand même de donner le confort nécessaire à tous les Maliennes, à tous les Maliens dans ce processus afin qu'elles puissent gérer leurs affaires, en particulier au plan local, mais aussi en dessinant un espace ou des perspectives pour vraiment une plus grande inclusion et participation de tous les Maliens et de toutes les Maliennes à la gestion des affaires, en particulier les populations vivant dans les régions septentrionales. D'entrée de jeu entre le gouvernement et la coordination des mouvements politico-armés de l'Azawad, les points de divergence semblent beaucoup plus nombreux que les points de convergence, ce qui n'entame en rien l'optimisme des uns et des autres. Nous nous sommes dit des choses de façon toujours respectueuse, mais des fois assez forte, mais assez juste. Il fallait que ça arrive. Nous cherchons à avoir un accord qui puisse être un contrat social entre les deux parties dans le seul intérêt général des différentes populations, à la fois les populations de l'Azawad et les populations du Mali. Si nous avons cette volonté, nous ne pouvons pas ne pas avoir un accord. Nous pensons que pour notre part, notre position est claire, mais nous sommes prêts aussi à faire un pas en avant pour permettre vraiment de prendre en charge les préoccupations qui sont exprimées ici et là. Si les frères aussi acceptent de faire preuve de réalisme et de sortir de concepts fabriqués ailleurs et qui ne répondent pas à la réalité de nos pays, et qu'aujourd'hui nous puissions dessiner ensemble le futur pour les Maliennes et les Maliens et dessiner une véritable réconciliation nationale, mais que cela ne se fasse pas par l'intimidation ou en tout cas un certain discours guerrier qui ne peut pas prendre pied aujourd'hui. Nous sommes dans ce processus parce que nous pensons que le droit doit prévaloir en toutes circonstances. Dans la matinée, les positions étaient certes moins antagoniques, mais la discussion pas moins animée et même passionnée. C'était la première triangulaire de la journée et face au gouvernement, il y avait les mouvements signataires de la plateforme d'Alger, ces mouvements qui ne sont pas en conflit avec la partie gouvernementale. On est dans un état que nous connaissons notre pays. Nous ne sommes pas permis de demander ce qui était possible. Nous restons objectifs. Néanmoins, nous sommes convaincus que ce qui s'est passé au nord du Mali mérite qu'il y ait nécessairement un changement dans la gouvernance et que la sécurité soit la priorité pour tout le monde, pour toutes les parties prenantes à ce processus. Nous sommes convaincus que si la sécurité n'est pas apportée, il n'y aura pas d'accord de paix efficace, il n'y aura tout simplement pas de paix et donc il n'y aura pas de développement. C'est notre position et nous la maintenons. Les réunions tripartites se poursuivront dans les prochains jours pour permettre à chacune des parties de développer ses arguments. La médiation, elle, pour l'instant, est à l'écoute, en charge pour elle d'élaborer une stratégie permettant de rapprocher les différentes positions en vue de retenir des éléments qui serviront à établir un préaccord de paix. Le contenu de ce communiqué à présent, à l'invitation de son homologue du Sénégal, M. Mohamed Ben Abdallah Dionne, le Premier ministre Moussa Mara séjournera du dimanche 23 au mardi 25 novembre 2014 à Saly et à Dakar au Sénégal. À Saly, le Premier ministre co-présidera avec son homologue du Sénégal l'ouverture des 15e assises de la Fédération internationale des experts comptables francophones FEDEF, organisée en marche du 15e sommet de la francophonie en qualité d'événement associé. Ces assises qui ont pour thème économie informelle, économie émergente, la profession comptable s'engage, sont placées sous le haut patronage de l'Organisation internationale de la francophonie à Dakar. Le Premier ministre rencontrera outre son homologue du Sénégal la communauté malienne avec laquelle il échangera des questions d'actualité et d'intérêt commun. Il effectuera une visite du village de la francophonie qui reçoit diverses activités et expositions liées à la francophonie. L'ambassadeur du Mali en Algérie, le général de brigade Naini Touré, vient de présenter ses lettres de créance au président de la République algérienne
son Excellence Abdelaziz Bouteflika. C'était au cours d'une cérémonie tenue au palais présidentiel à Alger. Devant la presse algérienne, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de notre pays auprès de l'Algérie a loué les relations existantes entre nos deux pays, liées par la géographie mais aussi par l'histoire. L'Algérie qui accueille aujourd'hui les pourparlers inclusifs inter-maliens. Occasion pour l'ambassadeur Touré d'exprimer sa foi en l'avenir avec l'appui du peuple algérien pour arriver à une solution négociée à ce conflit pour le bien non seulement du Mali mais aussi de toute la sous-région. Qui du candidat de l'ADEMA ou de l'URD succédera au regretté Josué Dramane Goïta à l'hémicycle? La réponse à l'issue du deuxième tour de l'élection législative partielle de Yorosso. Deuxième tour qui s'est déroulé ce dimanche. C'est Kokonaté. C'est à 8h ce dimanche matin au bureau numéro 2 du centre de Yorosso que le préfet du cercle a donné le top départ des opérations de vote du deuxième tour de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale. Une grande joie et peut-être la fin d'un long processus qui a commencé dans le cercle de Yorosso. Pour ce scrutin, deux partis sont en compétition, l'ADEMA-PAJ et l'URD. 87 459 électeurs sont attendus dans 223 bureaux de vote répartis dans 9 communes. Et le niveau d'organisation est à hauteur de l'événement. Du plan de vos organisations, il n'y a pas de problème. Vous savez, dans une élection, pour un scrutin majoritaire à 2 tours, comme c'est le cas pour les élections présidentielles et législatives au Mali, un des principaux défis à relever, c'est celui du taux de participation au second tour. Donc toute l'abstention du premier tour, plus les militants et sympathisants des candidats perdants au premier tour, il faut s'inquiéter pour leur mobilisation. À Kouré comme à Karangana, des centres visités par le chef de l'exécutif régional, le constat d'organisation est le même. C'est un scrutin paisible qui se déroule. Nous ne pouvons que féliciter les organisateurs, les électeurs de Yorosso pour nous avoir vraiment administré une belle leçon de démocratie. Parce qu'au premier tour et au second tour, nous n'avons reçu aucun incident. C'est à leur honneur. Donc nous comptons sur eux pour qu'ils sortent pour venir massivement voter. Le taux de participation constitue donc un des enjeux majeurs de ce scrutin. À rappeler qu'au premier tour, il était de 30,26%. L'acte de naissance est l'une des premières pièces qu'on délivre à un nouveau-né au Mali. Pièce généralement délivrée par les officiers d'état civil. Le document gratuitement fourni partout au Mali coûte cependant 100 francs CFA à la légalisation. Mais depuis un certain temps, il devient difficile, en tout cas au niveau de certaines mairies dans le district de Bamako, d'avoir un acte de naissance. Quelles sont les raisons de cette pénurie? Caribou Pérou a sillonné les différents services en charge de la délivrance de cette pièce pour connaître les raisons de la pénurie. Les démarches pour obtenir un extrait de naissance à Bamako sont épouvantables. Elles dépendent du lieu ou du type d'extrait qu'on compte obtenir. Ici, au centre d'état civil de Daoudabougou, en commune 5, dans les deux cas de figure, ce sont les rendez-vous sempiternels. J'étais venu chercher un acte de naissance, une copie d'acte de naissance, pour aller déposer ça au niveau de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux. Ils m'ont dit de repasser pour les lundis, alors que la date de clôture c'est le vendredi. Lenteur ou pénurie, Madame le maire se trouve dans une situation inconfortable. La population est dans son droit, ils ne peuvent pas comprendre, étant donné qu'il y a des pubs qui passent, des publicités au niveau de la télé tout le temps pour dire que informer la population, sensibiliser la population de venir vers les centres d'état civil pour venir enregistrer les naissances, les décès, les mariages. Donc, si la population se donnait encore la peine de venir vers nous et savoir qu'il y a rupture, c'est difficile à comprendre. En réalité, je dirais qu'il n'y a pas de pénurie en réalité d'actes. Il n'y a pas de pénurie, je l'ai dit. Il n'y a pas de pénurie. J'ai dit non. Et ceci peut tout de suite faire l'objet de vérification. Nous sommes à la direction nationale d'état civil. Nous avons positionné. Il est positionné, si vous voulez, à notre niveau, par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, tous les supports de collecte. À la mairie de la commune 6, la situation est tout autre. Une dizaine d'agents transcrivent tant bien que mal les déclarations dans un registre qu'on appelle registre de naissance. Seule une modernisation permettra de synchroniser toutes les données des documents fiables, et que tout le monde soit servi au même moment avec moins de difficultés. Sinon, par rapport aux moyens mécaniques avec la transcription dans les registres,
Les mêmes registres que nous payons avec l'administration à 2000 francs, nous sommes obligés de donner les volets à la population gratuitement. C'est ce que l'État n'explique pas à la population. L'État nous vend les registres, nous donnons les volets gratuitement. Si il est affirmé par certains officiers d'état civil que les supports de collecte sont payés à notre niveau ou au niveau du ministère de l'Intérieur, je dirais que ceci n'est pas tout exact. Les supports de collecte depuis 2006 jusqu'à maintenant sont mis et remis gratuitement à la disposition de toutes les communes du Mali et de toutes les missions diplomatiques et consulaires du Mali. Gratuitement, je dis bien. Pour le directeur national de l'état civil, être enregistré en l'état civil donne des droits. C'est pourquoi il invite les usagers à s'armer de patience. La conduite à tenir pour l'obtention d'un acte de naissance, cette conduite, elle est connue de tous les officiers d'état civil, de tous les maires. Il y a plus de 7650 centres de déclaration au niveau du pays pour 703 centres principaux et 292 centres secondaires d'état civil. Ça veut dire que l'état civil est rapproché des populations. La déclaration d'une naissance est obligatoire au Mali. Les personnes qui peuvent déclarer l'enfant sont sa mère, son père, la sage-femme ou toute personne ayant assisté à l'accouchement. Les chefs de village, de fraction ou de quartier peuvent également faire la déclaration. Il en est de même pour la mère célibataire, même sans la reconnaissance du père de son enfant. Le contenu de cet autre communiqué, la session 2014 du concours de recrutement de personnel enseignant dans la fonction publique des collectivités territoriales s'est déroulée ce jour 23 novembre 2014 dans le district de Bamako et dans tous les chefs-lieux de région, à l'exception de Kidal. Organisé par le ministère de la décentralisation et de la ville en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, ce concours a pour but le recrutement de 4602 enseignants répartis comme suit. Enseignement fondamental 3884, enseignement secondaire général 72, enseignement normal 29, enseignement technique et professionnel 77. Le concours qui s'est déroulé sans incident a enregistré la participation de 11 407 candidats répartis entre 11 centres d'examen, dont 4 dans le district de Bamako et 1 par région. La Cité des enfants et ses partenaires célèbrent le 25e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants sous le thème « Mettre fin aux violences faites aux enfants ». À l'occasion, la Cité a organisé des activités culturelles, artistiques et sportives à l'intention des enfants. La cérémonie a enregistré la présence du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et celui de la Fonction publique et du Travail. Aïssata Saliou Maïga. À travers cette activité, la Cité des enfants veut prévenir les violences faites aux enfants et pour cette 25e édition, le thème choisi est « Mettre fin aux violences faites aux enfants ». Depuis la ratification du document relatif aux droits des enfants par notre pays le 29 août 1990, le Mali ne cesse d'assurer aux enfants une meilleure protection et d'épanouissement. C'est pourquoi il a été créé en 1987 un département en charge de l'enfance. En 1996, le Parlement national des enfants du Mali. Et en 1999, notre Cité des enfants. Malgré cette forte volonté politique des plus hautes autorités de notre pays, beaucoup reste à faire pour assurer et garantir un efficace et durable accès de tous les enfants à tous leurs droits. L'heure n'est pas certes au bilan, mais il me plaît de signaler que notre pays, le Mali, a consenti des efforts remarquables au plan juridique, social et culturel pour promouvoir et faire respecter les droits de l'enfant sur toute l'étendue du territoire malien. Au cours de la cérémonie, les enfants ont tour à tour passé des messages portant sur les différentes violences qu'ils subissent et sur la maladie à virus Ebola. Des attestations ont été remises aux enfants qui ont pris part à la formation sur les normes internationales de la protection de l'enfant et l'impact des conflits sur les enfants.
Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation, le premier responsable du département vient de se rendre au siège de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali, Sisa Faladje Sema. Associer les parents d'élèves dans la gestion de l'école malienne était l'unique point au centre des échanges. Fademba Keita. Depuis la création des comités de gestion scolaire dans les établissements, les parents d'élèves se sont vus marginalisés dans les prises de décision. C'est pour jeter les bases d'une nouvelle collaboration avec les autorités scolaires et montrer le rôle et la place qu'ils occupent dans la bonne marche du système éducatif que ces parents d'élèves, à travers leur fédération nationale, ont bien voulu cette rencontre. Quand on dit que l'association des parents d'élèves est vieillotte, il faut qu'elle s'adapte. Et les autorités ont tenu compte. On a voulu les éliminer, mais nous sommes durs. Cette association, son unique rôle, c'est l'amélioration de la condition de vie et de travail des élèves, des maîtres. C'est la défense de l'école. Notre association est apolitique. Pour le ministre de l'Éducation nationale, le devenir de l'école et des enfants passe par une étroite collaboration entre les maîtres, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes et le personnel des établissements. Ils ne peuvent pas être mis de côté. Si nous voulons d'une école performante, nous sommes tenus d'associer les parents d'élèves à la vie de l'école. Donc c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était bien que nous venions leur dire bonjour, les saluer, évoquer certains points avec eux, en attendant la mise en place d'une commission que nous voulons mettre en place au département, afin d'échanger régulièrement avec tous nos partenaires sur tous les problèmes touchant l'école. Pour mémoire, l'association des parents d'élèves a été créée en 1960 par le premier président du Mali indépendant. Quant à la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali, FENAPEM, elle a vu le jour en 1978. Selon son président, de cette date à ce jour, elle a construit plus de 30 850 classes à travers le pays. Dans le cadre de la coopération décentralisée entre la mairie de la commune 5 et l'agglomération d'Evry en France, une délégation française vient de séjourner à Bamako. La visite de terrain a porté sur des ouvrages d'assainissement, dont 3 types d'épuisoirs, 3 autres types de murettes et un complexe de latrines scolaires à l'école de Sabalibougou, extension G. Et la cérémonie a eu lieu à Sabalibougou, en commune 5. Reportage de Lamine Keita. La population de Sabalibougou sont sortis massivement pour dire merci à la délégation de l'agglomération d'Evry en France pour avoir rendu leur environnement plus viable. En effet, 300 familles regroupées au sein de l'association Sigida Sanua ont bénéficié de ces puisards. Le représentant de la délégation d'Evry a témoigné toute sa satisfaction de voir effectuer le projet financé par la coopération décentralisée. Comme je l'ai dit au départ, on travaille en partenariat donc avec la mairie, avec les quartiers, avec les habitants. Et là, le thème de la visite, le pourquoi de la visite, à un moment donné, il faut se rendre compte de tout le travail qui a été fait. Comment ça rend service? Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on a des choses à corriger? Donc en rediscuter un petit peu avec tout le monde, faire un point et continuer. Mais continuer toujours là tous ensemble et en partenariat. Et notre ancien président qui est Manuel Valls nous regarde d'un œil bienveillant en espérant qu'on continue bien évidemment l'œuvre qu'il avait engagée et que ses prédécesseurs avaient engagée. C'est un bien public qu'on a décentralisé dans leur concession, d'en prendre soin et de faire en sorte que nous puissions le reproduire ailleurs. Et je le dis aux populations que nous ne saurons être continuellement, comme le disait le doyen Kizerbo, être sur la natte d'autrui. Il faudrait que nous soyons autonomes et que nous travaillions dans ce sens. Le maire de la commune 5 en a profité pour inviter la population à s'acquitter correctement de ses impôts. La mission de supervision conduite par le chef de la coopération de l'ambassade de Suède au Mali dans la région de Mopti, en 5e région, a rendu visite aux autorités régionales, rencontré les services techniques et les ONG pour constater l'état des réalisations du programme de développement durable du delta intérieur du Niger, PDD-DIN. Reportage de Mahamar Ibrahim Touré. Le programme Nord, conçu par la SIED, a pour objectif de développer la région fleuve du Niger avec un grand focus sur la région de Mopti à travers le programme de développement durable du delta intérieur du Niger.
La finalité de ce programme est de faire vivre les populations avec les ressources naturelles. Dans cette optique, la chef de la coopération de l'ambassade de Suède au Mali a visité à Longena, commune du Kounari, cercle de Mopti, le jardin maraîcher des femmes équipé de châteaux d'eau et un panneau photovoltaïque, le magasin de transformation des produits, de stockage et l'aire de séchage. La Suède a fait un investissement du programme PDDIN de 3,5 milliards de CFA pendant une période de 3 ans. Déjà, après 1 an, on a vu des réalisations de terrain très impressionnantes. Il y a une forte implication de la population. Les sols ici sont soit argileux, soit sablonneux. Donc il est important d'accentuer la pratique de la fumier organique à travers la mise en place de fosses compostières. Il est important d'intensifier un peu la mise en place des haies vives. Il y a aussi l'arboriculture. Il faut accroître la synergie avec d'autres acteurs. La chef de la coopération a rencontré et échangé avec les services techniques, les ONG et programmes de la région de Mopti. 4 sites de réalisation des PDDIN ont été visités à Guinée. Elle a assisté à une course de pirogue à Longena. Au pays d'Ogon, les masques sont surtout présents dans les régions du plateau et des falaises, contrairement à la zone de la plaine. Les masques d'Ogon, beaux et très singuliers, sont d'un apport inestimable pour la communauté de par leurs fonctions rituelles, sacrées et même environnementales. Ils sont d'origine liée à la femme. Dans le dossier culture de ce soir, Cheikh Oumar Sangaré nous invite à un voyage dans l'univers passionnant des masques d'Ogon. Le pays d'Ogon est célèbre à travers ses masques mythiques, beaux et imposants. Parlant de leur origine, il y a 2 versions. Nous, on a découvert le masque à Yugo. Et ce n'est pas une fabrication de quelqu'un, mais c'est des esprits. Nous avons découvert les masques par l'intermédiaire d'une femme qui est partie chercher du bois de chauffe. Une deuxième version fait toujours référence à la femme. En Tomoso, on dit Namasobo. Dans le Sanga, on dit Imna. Dans le Mereli, on dit Dadaga. Alors tout ça là, ça a une connotation avec la femme là qui est venue avec nous. C'est notre sœur qui était la plus belle. On l'appelait la femme au-dessus des femmes. Elle s'appelait Nawa. Elle était très, nous sommes venus demander, elle était très jolie. Donc cette femme a été déportée par les rasieurs. Alors on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on ne peut pas avoir cette femme-là, il faut la représenter. Les Ogons, chefs religieux et les prêtres totémiques ne sont pas membres de la société secrète des masques à cause de leur statut spirituel particulier. Aussi, les femmes et les enfants non initiés n'ont pas le droit d'y intégrer. Vous voyez, c'est une chose qui appartient à la femme, mais c'est interdit à la femme. Cependant, la femme reste intimement liée à l'avènement des masques à l'image du Yasigini, considéré comme la sœur des masques. Yasigini donne de l'eau au masque. Il y a ce qu'on appelle le masque Satimbe. C'est le masque qui représente effectivement cette femme qui a été déportée. C'est notre mère, notre sœur, notre géniteur. Les masques d'Ogon sont faits à base de fibres, d'écorce, de feuilles, de tissus ou de paille. Les différentes composantes de la société y sont représentées. L'agneau ou masque du voleur, le prêtre, le guérisseur, le chasseur, la vache ou le goitreux. Parmi les plus célèbres, on a le masque Kanaga. Il évoque les forces du ciel et de la terre pour les détenteurs du savoir. Les 2 barres qui regardent en haut, c'est la puissance céleste. Les 2 barres qui regardent en bas, c'est la puissance de la terre, la fécondité de la terre. Et la barre transversale, c'est tout ce qui se passe entre le ciel et la terre. Le grand masque qui fait parfois plus de 5 mètres de hauteur s'appelle le triga ou masque à étage. Il est taillé dans un seul tronc d'arbre. La maison de Ogon, la Guina, la famille de Ogon. Ce masque à étage là, c'est pour expliquer toute la genèse du monde.
Quand il danse, il fait le tour, vous voyez. Il fait faire le tour. Et la touffe qui est sur le bout de ce masque-là, c'est là où la terre et le ciel, on a l'impression que ça se touche. Le tingetanga ou masque essentiel est l'un des masques Dogon les plus étonnants. Mais les masques les plus authentiques sont jalousement conservés à l'abri des regards. Les vrais masques sont encore là, dans le Sigdo. Le Sigdo, c'est-à-dire que c'est la réserve où on garde les vrais masques avec leur puissance, leur histoire. Mais la copie vient pour pouvoir étayer un peu les manifestations culturelles ou folkloriques comme ça. Les masques Dogon ont d'abord une fonction rituelle liée aux funérailles. Ensuite, ils jouent un rôle important dans la socialisation du sacré et contribuent enfin à la protection de l'environnement. Passionnant univers des masques Dogon. Du sport à présent taekwondo. La 3e édition de la Coupe de la communauté coréenne au Mali s'est déroulée hier au pavillon des sports. L'événement organisé par la Fédération malienne de taekwondo vise à rendre hommage à la communauté coréenne qui joue un grand rôle dans l'épanouissement du taekwondo malien. Al-Jumatina. L'ambiance qui a régné au pavillon des sports en dit long sur la portée de cet événement. La Fédération malienne de taekwondo à l'unisson rend hommage à la communauté coréenne du Mali à travers cette soirée pour tout ce qu'elle fait pour l'épanouissement des arts martiaux au Mali, spécifiquement le taekwondo. En effet, la communauté coréenne est un partenaire privilégié de la Fédération malienne de taekwondo parce que cet art vient de chez eux. Donc s'ils nous assistent, c'est vraiment une fierté pour nous. Ça nous a appuyé à travers le centre Moon Kwan qui fait vraiment beaucoup de choses, surtout sur le plan matériel pour le taekwondo malien. On prit part à cette 3e édition les pratiquants de la Ligue régionale des Koulikoro, de Ségou et ceux du district de Bamako. Discipline coréenne, les adeptes du taekwondo ont pu voir, apprécier et applaudir les prouesses des participants tant en pensée aussi bien qu'en démonstration, comme pour démontrer toute la vitalité et l'expansion de la discipline chez nous. Au terme de la soirée riche en couleurs, les 3 premiers de chaque catégorie ont reçu des récompenses. Comme classement final de cette 3e édition, la Ligue du district de Bamako se classe première, suivie de la Ligue de Ségou et Koulikoro ferme le podium. Le meilleur combattant de la soirée a été l'international malien Ismaël Koulibaly, l'une des étoiles montantes de notre taekwondo. Question d'actualité de ce soir est consacrée à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les échanges portent notamment sur l'évolution de la situation au sein des centres de santé de référence et des structures hospitalières dans le district de Bamako, public et privé. Il est question également du renforcement des dispositions de prévention à tous les niveaux. Une émission en langue nationale bamanan que vous pourrez suivre après ce journal avec Marc Koulibaly et ses invités. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information reviendra demain avec l'édition de la mi-journée qui vous sera présentée par Rachel Tessougé et celle du soir par Aïssata Ibrahim Maïka. Merci à tous et à toutes et bon début de semaine.